Alors avant de commencer, je tiens à préciser que le tournage de cette vidéo a été quelque peu chaotique. En effet, les conditions météorologiques et sonores locales n'étant pas forcément très propices au tournage d'une vidéo en extérieur, j'ai été contraint de couper le tournage en deux parties. Ça se verra un petit peu à l'écran, mais j'espère que ça ne vous gênera pas dans l'appréciation du travail que vous vous apprêtez à visionner. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée au goulet d'étranglement de population, aussi connu sous le nom de goulot d'étranglement. Il s'agit tout simplement d'un événement ayant pour conséquence une réduction drastique de la taille d'une population donnée. En gros, un grand nombre d'individus disparaissent au sein d'une même population. Les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, les paysans, les pauvres, les bossus. Je rappelle que ce terme peut se définir comme un ensemble d'individus de la même espèce se reproduisant plus souvent entre eux qu'avec des individus issus d'autres groupes similaires. Ajoutons quelques précisions sur le principe de variabilité génétique chez une population et intéressons-nous également aux effets d'un goulot d'étranglement à long terme. Tous les spécimens appartenant à un tel groupe sont de la même espèce, ils ont donc tous les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles. Je vous renvoie à la définition de l'espèce. C'est précisément ce qui nous importe ici, car un allèle, c'est-à-dire la version d'un gène, est souvent associé à un caractère avantageux, désavantageux ou même neutre dans un environnement donné. Il y a très souvent, du moins c'est problématique dans le cas contraire, une diversité allélique dans une population traduisant de petites variations entre les individus, sélectionnés par la suite selon le principe de sélection naturelle. Un goulot d'étranglement peut être lié à des facteurs tout à fait variés, allant de la catastrophe naturelle à l'isolement géographique et l'absence de ressources, en passant par la maladie, l'extermination, ou plus simplement tous les facteurs induisant possiblement la disparition d'une population, voire d'une espèce. En conséquence, on note systématiquement une réduction considérable de la diversité génétique chez cette dernière. C'est pas sexy comme avenir. Car plus la population est diversifiée génétiquement, moins elle a de chances de se faire détruire tout entière par un seul mal, une seule maladie par exemple. En revanche, dans le cas contraire, elle s'expose à plus de risques. Bon, le théorique c'est bien beau, mais du concret ça ne peut pas faire de mal à personne. Parlons donc de l'éléphant de mer du Nord, une espèce ayant frôlé l'extinction à la fin du 19e siècle à cause de la chasse induite par la possibilité de produire de l'huile à partir de sa graisse. Vers 1880, on les a même considérés comme totalement éteints. C'est environ 40 ans plus tard que le gouvernement mexicain a transformé l'île de Guadalupe en véritable réserve naturelle pour les quelques dizaines de spécimens encore en vie à l'époque. Avec une croissance d'environ 6% par an en termes démographiques, l'éléphant de mer du nord de l'océan Pacifique compte désormais 127 000 spécimens. Les effets du goulot d'étranglement se font néanmoins encore ressentir sur la diversité génétique de ces animaux, bien plus faible qu'elle ne l'était avant leur presque extinction. Ce qui rend l'avenir de cette espèce très incertain pour les prochaines décennies, étant devenu particulièrement fragile. On remarque également que les petites populations sont plus souvent soumises à ce truc bizarre qu'on appelle la dérive génétique. On n'y pense pas tout de suite en termes de mécanisme évolutif parce que généralement elle n'a pas beaucoup d'effet sur les grandes populations, quand bien même elle s'applique. En gros, c'est toute modification de la fréquence d'allèles d'une génération à l'autre n'étant pas due à la sélection naturelle. Ainsi, la dérive génétique n'a que faire de ce que le caractère associé à un allèle peut apporter à un individu en termes d'avantages ou d'inconvénients. C'est précisément le principe. Son action se définit comme indépendante des pressions de sélection environnementale. Elle se fait ressentir à toutes les échelles, mais son effet est infiniment plus visible chez les petites populations que chez les grandes, et c'est tout à fait logique. Pour donner un exemple purement humain cette fois-ci, on peut s'attarder un temps sur les 250 habitants de l'île Pingelap, située dans les États fédérés de Micronésie. Frappée par un terrible typhon en 1775, l'île voit sa population réduite à une vingtaine d'individus. On compte cependant parmi ces individus quelques porteurs sains d'une maladie génétique fâcheuse, l'achromatopsie, ne touchant normalement qu'une personne sur 50 000. Outre le fait de provoquer une photophobie, cette maladie ne permet pas de voir autrement qu'en nuances de gris, ce qui n'est pas forcément génial dans un environnement aux couleurs paradisiaques, nous en conviendrons. La reproduction consanguine induite par la catastrophe a donc multiplié le nombre d'achromates, au point d'avoir environ 30% de la population atteinte. Mais le goulot d'étranglement n'est pas la seule situation dans laquelle la dérive génétique devient toute puissante. Il y a aussi ce que l'on appelle l'effet fondateur, soit la colonisation d'un nouveau milieu par une petite population, fraction d'une population initiale plus grande. On se retrouve donc souvent dans un cas identique en termes d'appauvrissement génétique, quand bien même il est possible d'aboutir à une spéciation, soit à l'émergence d'une nouvelle espèce. Cette nouvelle population se retrouve elle quasi systématiquement en situation de goulot d'étranglement, contrairement à la population de départ. On note ainsi un appauvrissement génétique lié à deux effets fondateurs chez l'homme. Dans un premier temps, la sortie d'Afrique, puis la traversée du détroit de Bering. Comme le dit à juste titre Léo Grasset, nous sommes bien un sous-échantillon de l'Afrique. Revenons un instant à des exemples plus ciblés et regardons si un goulot d'étranglement n'aurait pas impacté d'autres populations humaines plus importantes numériquement que celles de
le Pingalap. En effet, si l'on se penche sur les populations juives ashkénazes, on peut y trouver en moyenne beaucoup plus de patients atteints de la maladie de Tay-Sachs ou de Gaucher que chez les autres populations humaines. Je tiens à préciser ne pas savoir comment prononcer le nom de ces deux maladies, donc on passera. Le tout en raison d'un goulet d'étranglement s'étant déroulé au Moyen-Âge et de la dérive génétique qui s'en est suivie, causée par un ensemble de persécutions répétées, notamment lors de la peste noire au milieu du XIVe siècle. Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons déjà réalisé l'année dernière une vidéo expliquant la propagation à travers l'Europe et les symptômes de la peste bubonique à cette époque sur la chaîne secondaire. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.